Chant 2. Pire que l'humain qui rampe dans la fange, il y a l'Ixos qui trahit sa race. Ce faisant, il se coupe de Saklas, le dieu suprême. Livre de Saklas 9, 41. Les cavaliers de Pharaon déboulèrent dans le camp des Hyksos. Leurs montures poussaient des grognements sauvages et nerveux, comme frustrés de ne pas charger la centaine d'hommes, de femmes et d'enfants qui formaient la petite communauté. Celle-ci se trouvait dans une position des plus inconfortables. Refusant l'alliance des clans de Salitis, elle était l'une des rares communautés Hyksos à ne pas désirer la guerre. Elle s'était réfugiée aux abords de Thèbes et restreignait de plus en plus ses incursions dans le désert. Les autres Hyksos les considéraient comme des traîtres à leur race et à leur dieu, et leur vouaient une haine sans merci. Les humains et le pouvoir pharaonique n'éprouvaient pour eux qu'une indifférence teintée de mépris. Ils se trouvaient entre le marteau et l'enclume, entre l'indifférence du pouvoir royal et les lames Hyksos. Ils étaient un clan se battant pour son indépendance et sa survie. Ils étaient condamnés à disparaître, un clan de damnés. Mélème vit d'un mauvais œil les cavaliers prendre position dans le camp. Posant la main sur le manche de sa hache dentelée, il jaugea le contingent. Plus de 100 guerriers d'élite, de quoi anéantir les siens en quelques instants. Pas la peine de résister. Il soupira et s'avança vers l'officier, rajustant distraitement son foulard bleu sur son visage. « Qui commande ce camp ?» hurla le lieutenant, toisant la population apeurée avec un mépris souverain. « C'est moi !» répondit Mélème. Depuis la mort de son père, quelques semaines auparavant, il était devenu le guide de ses frères et sœurs. Le nez droit, la stature haute, les yeux légèrement plissés, ses longs cheveux blonds et lisses noués en queue de cheval, il faisait partie de ces Hyksos qui en imposaient par l'austérité et la noblesse de leurs traits blancs. Pourtant, sans prendre la peine de démonter, l'officier royal l'apostropha de la manière la plus déplaisante. « Approche !» Le sang de Mélème ne fit qu'un tour. Le fier nomade ne pouvait accepter d'être traité de la sorte, surtout par un humain. Un instant, il caressa l'idée de défier l'arrogant officier en combat singulier. Mais autant assassiner lui-même le peuple dont il avait la charge. Le jeune chef prit donc sur lui et fit quelques pas en direction du lieutenant royal. « Oui, lieutenant, que puis-je faire pour vous aider ?» Je suis mandaté par Pharaon. Les pensées du nomade s'emballèrent. « Que veux-tu que cela me fasse, imbécile ? Pharaon n'est pas là lorsque nous sommes massacrés par mes chiens de frères Hyksos. En vérité, ton fils de pute de Pharaon aimerait que nous soyons engloutis à jamais par les sables de désert, alors qu'il pourrisse en enfer. » Mais il demanda plutôt tout haut. « Que puis-je faire pour le Dieu vivant ?» Sans répondre, l'officier prit une bourse à sa ceinture et la jeta aux pieds sans main du nomade. Les pièces tintèrent lorsque la bourse toucha le sable. À en juger par sa taille, elle devait au moins contenir 100 de pièces. Une véritable fortune pour le clan qui vivait dans le dénuement le plus total. Ils avaient donné peine à assurer leur subsistance en ces temps troublés, leurs terrains de chasse étant tous occupés par les clans fédérés Hyksos. En vérité, les nomades ne comptaient que sur un petit artisanat de vannerie, dont ils tentaient de vendre les productions sur les marchés royaux. Mélème se garda bien de ramasser la bourse. Au lieu de cela, il passa la main dans ses cheveux blonds, presque blancs, et se composa un sourire carnassier. « Vous voulez nous acheter des paniers ?» Le lieutenant eut un rire moqueur, sûr de sa force. « Très drôle, chien. Voici 100 pièces d'or, il y en aura autant de plus si tu nous suis au palais de Thèbes sans faire d'histoire. » « Au palais ?» Mélème ne put cacher son étonnement. « Oui, au palais. Pharaon désire te rencontrer. »« Pourquoi ?»« Imbécile. Pharaon commande où ses sujets s'exécutent sans poser de questions. Estime-toi heureux qu'on gâche tout cet or pour un chien galeux de ton espèce et qu'on ne t'emmène pas de force. » Mélème resta sans voix.
Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Ce n'était pas de bon augure. Il aurait voulu ramasser la bourse et la jeter au visage du soldat, mais cet or pouvait nourrir la communauté pendant 1 an. Soucieux toutefois de ne pas perdre la face, il répondit d'une voix sceptique. « Je verrai ce que je peux faire. » Q, tu vas prendre ton pactage, sauter sur ton shrag et nous accompagner immédiatement. Mélème regarda autour de lui. Certains guerriers Hyksos avaient saisi négligemment leurs armes. Une demi-douzaine d'archers avaient pris position sur la crête de la dune, qui dominait le camp. Peut-être pourrait-il tuer une dizaine de gardes avant que ceux-ci ne réagissent. Peut-être que dans le combat qui suivrait, ils arriveraient à abreuver les sables du désert du sang d'une vingtaine de ses chiens, mais ensuite ce serait le massacre, et son clan s'éteindrait à tout jamais. Mélème fit un geste en direction des archers qui baissèrent leurs armes. « C'est bon, je vous accompagne. » Le nomade resserra le foulard qui maintenait ses cheveux en queue de cheval et considéra le bâtiment qui lui faisait face. Le palais royal de la ville de Thèbes l'écrasait de toute sa prestance. Les colonnes massives se dressaient comme des palmiers géants, soutenant un toit aux proportions démesurées. Des hiéroglyphes colorés couvraient toute la façade, dans une débauche de rouge, de vert et de jaune. Mélème, habitué à la simplicité et à la rudesse dans la vie dans le désert, se sentait mal par rapport à la grandiloquence de la ville royale. L'autre problème venait de la foule compacte qui se pressait devant les innombrables étals de marchands qui avaient époussé autour du palais. Mélème inspira une grande bouffée d'air frais. Toute cette population l'oppressait, l'étouffait. C'était comme une main d'acier qui lui comprimait la poitrine. Pour la 1000e fois, il se demanda ce qu'il faisait là. Mais quoi que le pharaon ait à lui dire, il devait reconnaître que l'or promis pouvait sauver son clan de la famine durant de nombreuses lunes. Fermant les yeux quelques instants, il imagina le sable et les dunes de son environnement habituel et y puisa le courage d'avancer. D'un pas qu'il aurait voulu plus décider, il franchit la centaine de mètres qui le séparaient de l'escalier menant au palais. On lui retira sa hache dentelée et son malaise le saisit de plus belle. Pharaon avait donné des instructions pour le recevoir dans la salle d'audience située au centre du palais. Mélème s'annonça à l'entrée et fut immédiatement escorté par le chambellan. Les yeux du nomade s'écarquillèrent devant le luxe débordant de ces lieux. Ce qui l'impressionnait le plus était sans nul doute les petites fontaines qui parsemaient les cours intérieures. Leur chant délicat donnait une atmosphère de calme et de sérénité avec laquelle ne rivalisaient pas les oasis du désert. Les portes s'ouvrirent, découvrant la longue salle avec le trône royal situé au fond. Le chambellan avait expliqué à Mélème le protocole d'usage lorsqu'on se présentait devant le Dieu vivant, des Douméziou, le souverain tout-puissant du Kemet. Mélème n'y avait pas compris grand-chose. Avancer sans regarder, s'agenouiller à 10 pas, ne parler que lorsque le souverain posait une question directe, y répondre le mieux possible, puis attendre d'être congédié et partir à reculons sans jamais regarder le roi. « Ridicule. Comment lui parler si je ne le regarde pas ?» avait pensé le nomade. Pourtant la grandeur de la pièce, qui aurait pu contenir 3 fois son clan, avec ce gigantesque trône monté sur 3 marches de marbre blanc, ne lui donnait pas l'envie de braver les recommandations du chambellan. Il émanait quelque chose d'indescriptible de la personne du souverain, une sorte de puissance invisible que le jeune chef pouvait ressentir comme un frisson lui parcourant l'échine. Il connaissait ce sentiment, sorte d'intuition qui le saisissait parfois lorsque le danger guettait derrière les dunes jaunes. Il se sentait pris au piège dans un monde qu'il ne connaissait pas et qu'il comprenait encore moins.
Il hésita. S'il avait suivi son instinct, Mélème se serait enfui immédiatement, ou se serait jeté sur le souverain dans un geste désespéré, juste pour que la mort l'emmène loin de cet endroit. La voix de Pharaon le tira de ses pensées, comme une douche froide. Approche, Mélème. Ce n'était pas une voix à laquelle on résiste. Placé en dehors de lui-même, Mélème se vit approcher du trône, les yeux baissés, aussi tremblant qu'une chèvre qu'on va égorger. Il tomba à genoux à 10 pas du trône comme le lui avait prescrit le chambellan. Je suis heureux que tu sois venu de ton plein gré, nomade. La menace à peine voilée dans ses paroles ranima la colère du jeune chef, dont le sang ne fit qu'un tour. Comment osez-vous nous traiter de la sorte? Silence, chien. Tonna le conseiller du pharaon, qui se trouvait derrière le trône royal, comme à son habitude. Du calme, Minrek, du calme. Notre ami nomade n'a pas tout à fait tort. Le pouvoir royal n'a pas toujours été tendre envers son peuple et son clan. Mais, votre majesté, Tais-toi. Après tout, Mélème a fait tout ce chemin pour répondre à notre invitation, et nous lui en savons gré. La voix de Dédouméziou était calme et posée. Mélème pensa à ce conte où un serpent coincé sous une roche promet au voyageur égaré de lui indiquer la route si celui-ci bouge la pierre. Lorsque l'homme se saisit du rocher, le reptile lui enfonce ses crocs dans la main, libérant son poison. N'écoute jamais la voix du serpent, disait la sagesse populaire. Or c'était précisément ce que Mélème était en train de faire. Nous savons que tu connais bien le désert, Mélème. Voilà. Le piège se refermait. Le nomade n'avait d'autre choix que de répondre. En effet, votre majesté, mon peuple vit dans le désert depuis que le monde est ce monde. Bien, très bien. Vois-tu, je dois envoyer Mepsor une petite expédition dans le désert. Il me faut quelqu'un pour trouver les pistes et les oasis. Quelqu'un qui puisse éviter les clans fédérés Ixos. Quelqu'un qui guide cette expédition à l'aller et au retour. Et ce quelqu'un, ce sera toi. Le but de l'expédition de votre Altesse se trouve loin. D'après nos estimations, il faudra compter 1 mois vers le soleil levant. Quoi? Mais ce n'est pas possible. Je dois veiller sur les miens. Vous aviez promis 100 pièces d'or si je venais au palais. Vous n'aviez pas demandé autre chose. Tu auras tes 100 pièces d'or. Puis tu conduiras mes hommes et tu toucheras 1000 pièces de plus. Le nomade accusa le coup. 1000 pièces d'or. Une véritable fortune. S'il les gérait avec soin, son clan pourrait en vivre pendant des années. Il ne pouvait passer à côté d'une telle opportunité. C'est bon, je vous conduirai. Kinia leva son gobelet et salua le général des gardes qui se trouvait assis face à elle. À ta santé, Senmout. Je ne te remercierai jamais assez pour ce que tu as fait. Je t'en prie, c'est tout naturel. J'ai vu comment tu manies l'épée et je dois reconnaître que je serai heureux de t'avoir à mes côtés. Venant du général de la garde royale, cela me flatte et m'honore. Répliqua la guerrière avec un soupçon d'ironie. Je me suis dit que cela te ferait plaisir, c'était un de tes amis après tout. Le visage de Kinia se rembrunit et un voile de colère passa dans son regard rendu flou par l'alcool. Le faucon d'or apporté par le petit moine abritait un sortilège qui, une fois actionné par son destinataire, la prophétesse du palais, avait révélé un mystérieux endroit situé dans le désert. Personne n'avait idée de ce qui pouvait s'y trouver, mais si l'ordre du faucon avait cru bon de transmettre l'information comme ultime héritage, cela devait en valoir la peine. Un chef nomade Ixos avait été mandaté au palais pour leur servir de guide. Pharaon avait gentiment prié le nomade de conduire l'expédition. Le guide trouvé, il ne restait qu'à décider du reste de l'équipe. Senmout avait été désigné pour diriger l'expédition. Pharaon se privait d'un élément important au palais, mais il plaçait un homme de confiance à la tête d'une mission qui revêtait la plus haute importance. Pour l'accompagner, Senmout avait proposé le nom de la guerrière couchique et le souverain avait accepté. Après tout, c'était grâce à elle que le message avait pu parvenir jusqu'à lui et que le moine, dernier survivant de l'ordre du Faucon, avait été sauvé. Le général l'avait immédiatement annoncé à Kinia
et ils avaient fait apporter quelques pichets de vin dans les quartiers de l'officier pour fêter cela. Kinya eut un petit rire cynique. Cela me donnera l'occasion de voir si ils sont morts pour quelque chose de valable ou pour des chimères religieuses. Senmout eut une petite moue dubitative. Franchement, je n'en sais rien, mais tu n'es pas religieuse? La religion n'est qu'une manière insidieuse de profiter des faibles. Senmout accusa le coup. Lui-même était croyant, sans pour autant être très porté sur les rites, les offrandes ou les prières. Qu'on ne puisse croire en aucun dieu. Voilà une idée qui lui semblait aussi saugrenue que scandaleuse. Comme si elle lisait en lui Kinya Rikana. Partout où je me tourne, je vois des prêtres qui utilisent à leur avantage la croyance des gens, que ce soit pour les faire se tenir tranquilles ou pour les jeter sur d'autres peuples, d'autres royaumes ou d'autres villes. Et tout cela pourquoi? Pour enrichir une minorité de rois et de prélats grassouillets. Tu ne crois en rien, alors? Bien sûr que je crois en quelque chose. Je crois en moi. Je crois en ma puissance personnelle. Je crois dans le feu qui m'habite et que je sens palpiter. Je sais que je n'ai pas encore exploré ou éveillé tout le potentiel qui se trouve en moi. Et sans doute que ce potentiel est latent chez certains, c'est ce qu'on appelle la magie ou la sorcellerie. Mais chez la plupart, il est écrasé par la coutume, les croyances et les traditions. Eh bien, c'est un point de vue pour le moins radical. Il faut vivre sa vie avec radicalité et passion, Senmout. Le discours de tempérance et l'idéal de sobriété font partie de l'attirail des prêtres pour étouffer le feu qui se trouve en chacun. Une flamme dansa dans son regard alors qu'elle prenait le pichet des mains du général. Celui-ci changea de sujet. C'est quand même étrange, non? Tous ces morts pour un endroit dans le désert. Nous n'y trouverons peut-être même pas une oasis. Senmout haussa les épaules et poursuivit. Je crains que ce soit notre dernier espoir, d'échapper à la domination Hyksos. La situation est donc si grave d'un point de vue militaire? L'armée royale n'est pas très importante et des décennies de paix nous ont ramollis. Les Hyksos, par contre, s'entraînent depuis des générations et ont la haine pour soutenir leurs bras. Senmout s'empara à nouveau du pichet et remplit les 2 gobelets. Kinya allongea la jambe de manière à effleurer le pied de Senmout. Elle continua toutefois à parler comme si de rien n'était. J'ai déjà traversé le désert une fois lorsque j'ai quitté mon pays natal. Je suis habituée à y survivre. Le général sourit. J'y ai pensé, bien sûr. Qui aurons-nous le plaisir de côtoyer durant cette expédition? Outre le nomade, le moine Souti et 2 gars du régiment. C'est tout? Vu l'agitation qui règne dans le désert en ce moment, j'ai privilégié la discrétion. C'est peut-être judicieux, en effet. J'espère que tes gars pourront faire le poids en cas de coup dur. Voyons, ce sont des membres de la garde royale. Nous sommes les meilleurs au combat. Face à mon épée, j'en doute. Senmout arqua un sourcil, sa fierté militaire piquée au vif. Mais je suppose que face aux Hyksos, vous ferez le poids. Kinya se leva d'un mouvement félin. S'étirant en avant comme une panthère, elle balaya le pichet et les gobelets d'un revers de la main. Senmout mit sa main derrière sa nuque, voulant lui arracher un baiser. Kinya eut un petit rire. Avec la vivacité de l'éclair, elle se saisit du poignet de l'officier et d'une torsion, l'envoya au sol. « Je ne suis pas femme à me laisser dominer, mon cher général. » Joignant le geste à la parole, elle se saisit de l'officier à la gorge. « En amour comme à la guerre, c'est moi qui mène le jeu. » Elle exultait de la déconvenue de l'officier. Elle sentait bien que son attitude le troublait au plus haut point et qu'il devait avoir l'habitude de prendre les femmes de manière conventionnelle. Depuis l'assaut sur la maison de vie, elle ressentait le besoin de faire baisser la tension qui l'habitait. Le général de la garde était bâti tout en muscles et en force. Il émanait pourtant de lui une certaine douceur, et il avait les manières de qui a reçu une bonne éducation. Un bon exutoire aux tensions du combat, pensa-t-elle. Salitis, roi des Hyksos, fixa l'homme qui lui faisait face de ses yeux, uniformément saphir. L'homme était terrorisé. Salitis aimait ça. Voilà quelle était leur place, à ces chiens d'humains, au pied de son trône, tremblant de peur.
Quelques jours auparavant, son fils Ramis avait été tué en menant une attaque contre un lieu de débauche impie et répugnant. En cet instant, il était assis à la droite du dieu Saklas, qu'il avait voulu ainsi. Comme Saklas avait voulu que les humains servent d'esclaves à son peuple. Le Félachimétien gémit en se tortillant à ses pieds comme un ver. Salitis renacla avec mépris. Depuis quelques jours, de vastes opérations militaires avaient lieu sur les villages du nord du Kymet, et les esclaves affluaient, tous aussi terrifiés, tous aussi faibles que celui qui lui faisait face aujourd'hui. Salitis fit un geste, et 2 prêtres de sa classe, en robe noire, se saisirent du malheureux juste au-dessous des aisselles. « Non, laissez-moi. » Les 2 sbires le couchèrent sur un petit autel au centre de la tente du roi. L'esclave sentit le sang poisseux et humide sur son dos nu. Un vent de panique le parcourut, et il tenta de se débattre. Mais c'était déjà trop tard. 2 cercles de bronze enserrèrent ses poignets. Reliés à des chaînes, fermement fixées à l'autel, les menottes lui tiraient les bras vers l'arrière, et son torse se bombait naturellement. « Laissez-moi tranquille, au nom des dieux. » L'un des prêtres le gifla du revers de la main. Du sang coula de son nez. « Quel dieu? Il n'y a qu'un dieu, Saklas, et il régnera sur l'ensemble des mondes, condamnant partout les hérétiques à mourir pour sa gloire. » L'homme se mit à sangloter. Les prêtres se tournèrent vers le roi qui fit à nouveau un petit signe de la main. Une lame apparut dans la main de chaque silhouette encapuchonnée. « Non !» Dans un ensemble parfait, les 2 lames pénétrèrent dans l'abdomen du malheureux qui émit un gargouillis alors que son sang remontait son larynx en l'étouffant. Dans un léger mouvement de cisaille, les couteaux sacrificiels parvinrent à se frayer un chemin à travers la chair et à découper la paroi abdominale. Le poids des intestins poussa sur celle-ci, tripes et boyaux fumants tombèrent sur le sol. Les 2 prêtres se mirent à psalmodier. « Ô Saklas, ô Père des cieux, par le sang de cet humain, montre-nous la voie. Ô Saklas, ô Père aimant, par la vie de cet hérétique, montre-nous le chemin, que le futur nous soit révélé. » Les 2 prêtres se penchèrent, humant et inspectant les boyaux encore chauds. Le roi attendait patiemment. Il était persuadé que si Saklas avait quelque chose à dire, il s'adresserait à lui en particulier. Après tout, n'était-il pas son représentant privilégié? Pourtant, il laissait faire le grand prêtre et son acolyte. La classe sacerdotale avait pris de plus en plus d'importance ces derniers temps, sacrifice nécessaire pour unir et chapeauter les différents clans Hyksos. Bientôt, de nouveaux renforts arriveront de nos colonies du Nord. Bientôt, l'armée du pharaon fera l'expérience des chars de guerre, chargeant par centaines sur le champ de bataille. Bientôt, ce pays ne sera plus qu'un amas de ruines sur lequel bâtir un nouvel empire. Les prêtres sursautèrent et reculèrent précipitamment, ce qui tira le roi Salitis de ses rêves de gloire. Les 2 silhouettes en robe noire se jetèrent à genoux sur le sol devant le tas d'organes informes. « Que se passe-t-il » ? « Gloire à Saklas, gloire au Dieu Tout-Puissant !» Salitis se leva, fit quelques pas et se pencha à son tour au-dessus de la masse rosâtre. Celle-ci s'agitait, comme prise d'un tremblement intérieur. Puis cela s'accéléra. Les intestins roulèrent sur eux-mêmes, comme l'eût fait un nid de serpent ensanglanté. Certaines parties restèrent un flasque, d'autres durcirent. Un visage se dessina. Salitis sursauta à son tour, car il connaissait ce visage. « Baruch ?» À sa grande surprise, le visage du sorcier humain lui répondit. « Je te salue, ô grand roi Hyksos. » C'était étrange de voir 2 circonvolutions intestinales former cette bouche. « Ta puissance s'est accrue, humain. » Oui, ô grand roi, par la grâce de Saklas, notre maître.
Salitis resta silencieux un moment. Il devrait s'occuper de cet impudent tôt ou tard. Un humain qui atteignait un tel niveau de pouvoir, c'était inacceptable. Que veux-tu? Je sais ce que les mages de l'ordre du Faucon ont réussi à faire parvenir à Pharaon. Qu'est-ce donc? Le sorcier ricana, ce qui se traduisit par une salve de bulles sanglantes qui éclatèrent avec un petit bruit désagréable. Un papyrus. Un papyrus? L'étui de cuir contenait un papyrus. Apparemment, l'ordre du Faucon était très proche des enfants du serpent, une congrégation de sorcières couchiques. Ce papyrus rappelle les termes d'une alliance secrète, passée entre les deux ordres de mages, il y a quelques années. Le roi a immédiatement dépêché un ambassadeur auprès du Couche pour demander à ces mages de venir lui prêter main forte en vertu de cette alliance. Et ces fils du serpent sont-ils puissants? À nouveau, un rire sanglant et silencieux. Non. De toute manière, je me charge de l'ambassadeur. Essaie de faire mieux qu'avec la mercenaire. Je n'y manquerai pas, mon roi. Sur ce, le visage s'estompa lentement et Lama reprit son aspect flasque et visqueux. Salitis se rassit sur son trône et une ombre passa sur son visage. Il n'aurait pas parié une gorgée d'eau sur la véracité des propos de ce sorcier humain. Pire que cela, pour réussir le tour qu'il avait accompli aujourd'hui, Baruch avait dû acquérir de nouveaux et puissants pouvoirs. Salitis se maudit, il n'aurait jamais dû prendre cet humain à son service. Baruch Vanak sortit de sa transe. Un petit rictus apparut sur son visage, alors qu'un reste d'encens mourait dans le brûle-parfum. Salitis avait-il cru son mensonge? Et de toute façon, que lui importait? Le roi Ixos avait bien été obligé de lui faire confiance, et maintenant il ne pouvait rien faire pour le contrer. Pharaon et ses champions mis à part, lui seul détenait l'information menant à l'héritage de l'ordre du Faucon, et lui seul saurait en profiter.